Je n'avais jamais entendu une salle des fêtes respirer comme ça. La lumière était chaude, dorée, un peu trop flatteuse pour les gens déjà ivres de champagne. Les rires montaient par vagues, les couverts tintaient, les serveurs glissaient entre les tables comme des poissons dans un bocal luxueux. Au centre, les guirlandes lumineuses formaient un plafond d'étoiles artificielles au-dessus de nos têtes. Sur les photos, tout ça rendrait magnifique, parfait, instagrammable. Un mariage de cartes postales, quelque part dans un domaine viticole à 1 heure de Bordeaux. Et moi, au milieu de ce tableau, j'avais une clé USB dans la poche intérieure de ma veste de costume. Elle était minuscule, noire, banale. Mais elle pesait 1 tonne. Chaque fois que je bougeais, je sentais son contour dur contre ma poitrine, comme un deuxième cœur, froid et métallique, qui battait en contretemps du mien. Autour de moi, tout le monde croyait célébrer l'amour. Moi, je m'apprêtais à célébrer la vérité. Un cousin passa derrière moi, me tapant sur l'épaule. « Franchement Thomas, c'est incroyable ici. Tu t'es dépassé, mec. Félicitations, vraiment !» Je lui souris machinalement. Je savais déjà quel sourire utiliser. Celui où mes yeux se plissaient juste assez pour faire croire que j'étais ému, mais pas trop, pour ne pas pleurer. Ça faisait des semaines que je portais ce masque sans le faire tomber. « Merci, répondis-je. Profite bien, le meilleur arrive. » Je ne mentais qu'à moitié. Au fond de la salle, le DJ vérifiait une dernière fois les câbles branchés au vidéoprojecteur. L'écran géant attendait, blanc, immaculé, accroché contre le mur de pierre. Dans une demi-heure peut-être, il serait couvert de photos de notre enfance, de vidéos de vacances, de moments volés, de sourires sincères. Et puis, au milieu de cette douceur, au milieu de ce montage adorable préparé avec amour par le marié, il y aurait 3 minutes qui détruiraient tout. 3 minutes que j'avais découvertes par hasard. 3 minutes qui m'avaient fait vieillir de 10 ans en une nuit. Je balayais la salle du regard. Ma mère riait à une table, une coupe de champagne à la main, les yeux déjà brillants de fierté. Mon père racontait pour la 100e fois comment j'avais failli mettre le feu à la cuisine à 12 ans parce que je voulais lui préparer le petit déjeuner pour la fête des pères. Une tante filmait tout avec son téléphone, persuadée de capturer des souvenirs pour toujours. Et puis, elle, Camille, ma femme. Rien que penser ce mot me donnait presque la nausée. Elle était là, debout près du bar, sa robe blanche transformée maintenant en version plus légère pour la soirée. Ses cheveux relevés à la va-vite par une amie, quelques mèches échappées encadrant son visage. Elle riait avec ses témoins, un verre à la main, les joues roses, la nuque encore marquée par le collier que je lui avais offert le matin même. Elle avait l'air heureuse, elle avait l'air amoureuse, elle avait l'air d'une femme qui venait d'épouser l'homme qu'elle voulait pour le reste de sa vie. Un détail clochait, pourtant. Chaque fois que son regard dérivait malgré elle vers la table où se trouvait mon frère, elle se crispait à peine. Ses doigts se resserraient autour de son verre. Son rire se faisait un tout petit peu trop fort. Il fallait avoir appris à lire sa gestuelle pour voir la microfraction de seconde où sa joie se transformait en stress. Moi je la voyais, je voyais tout maintenant. Julien, mon frère cadet, était assis de l'autre côté de la salle, avec les garçons d'honneur. Il faisait celui qui s'amusait, il buvait, blaguait, faisait des grands gestes, jouait parfaitement le rôle du témoin parfait, du frère fier, du type qui est « trop content pour toi mec, tu le mérites ». Mais il avait ce tic qu'il n'avait jamais eu avant. Il triturait en permanence l'anneau en argent qu'il portait à la main droite. Ce n'était même pas une vraie alliance, juste un anneau qu'il mettait depuis des années pour faire style. Sauf que ce soir, il n'arrêtait pas d'y toucher, de le tourner, de le faire glisser, de l'enlever et de le remettre, comme si ses doigts cherchaient désespérément quelque chose à faire pour ne pas trembler. Je pris un verre de vin posé sur un plateau qui passait. Je n'avais quasiment rien bu de la journée. Je n'avais pas le droit de me noyer dans l'alcool. Il fallait que je reste lucide, que je garde le contrôle, que je n'oublie pas dans un moment d'ivresse ce que je m'étais juré de faire. Un serveur s'éloigna. Je fis tourner le vin dans le verre sans vraiment regarder sa couleur. Ma mère apparut à nouveau à mes côtés, comme par réflexe. « Mon fils, chuchota-t-elle, posant ses mains sur ma veste, tu es tellement beau, je suis tellement fière de toi. Camille est vraiment parfaite pour toi. » Je soutins son regard. Dans ses yeux, il n'y avait que de l'amour, de la confiance, de la joie pure. Elle croyait à cette histoire plus que moi désormais. Pendant 1 seconde, une seule, j'ai failli tout lui dire. Là, au milieu de cette salle décorée de fleurs blanches, avec des rubans accrochés aux chaises et un groupe live qui préparait sa prochaine chanson. J'ai failli lui dire « Maman, ils se sont foutus de nous,
Tous les deux, elle et Julien, ils nous ont pris pour des cons, toi, papa et moi. Mais je ne l'ai pas fait, pas ici, pas comme ça. Merci maman, répondis-je simplement en l'embrassant sur la joue. Elle crut entendre dans mon ton quelque chose de normal. C'était ça le plus terrifiant. J'étais devenu excellent pour simuler. Simuler l'enthousiasme, simuler l'amour, simuler la confiance, simuler la vie d'un homme qui n'a pas vu sa fiancée sortir en catimini d'une petite dépendance au fond du jardin, les cheveux en bataille, 30 secondes après son frère. Je pris une gorgée de vin, plus par réflexe que par envie, et me surpris à penser à la version de moi d'il y a 1 an. Celui qui aurait été ici, dans ce même domaine, mais avec le cœur léger, la tête pleine de projets, sans ce poids dans la poitrine. Celui qui croyait encore que l'amour, le vrai, ne trahit pas. Avant tout ça, la vie avait un goût plus simple. Avant tout ça, je l'aimais, eux deux, sans calcul. Ma future femme et mon petit frère. Je ne sais pas exactement à quel moment on commence à écrire sa propre tragédie. Est-ce que ça commence quand on tombe amoureux? Quand on décide de faire confiance? Ou le jour où on choisit de ne pas voir ce qui est pourtant juste devant nous? Je me suis surpris à revivre la scène où tout avait basculé, comme si l'écran du projecteur s'était déjà allumé, mais dans ma tête. Bien avant ce domaine, cette robe, cette clé USB, l'époque où l'amour avait encore l'air d'une bonne idée. Astérisque. Quand j'ai rencontré Camille, c'était dans un café à Lyon, un après-midi de pluie où tout le monde faisait la gueule sauf elle. On a dû partager une table faute de place, on a parlé boulot, études, séries, cinéma, et à la fin, je n'avais plus envie de partir. On s'est revus, puis revus encore, jusqu'à ce que ça devienne évident qu'on était ensemble. Je l'ai présenté à mes parents un dimanche autour d'un poulet rôti, puis à Julien, qui l'a tout de suite pris en sympathie. Il débattait déjà des meilleures boulangeries de la ville au bout d'1 heure. Je les regardais, fier, persuadé que j'avais réussi à rassembler les 2 pôles de ma vie, mon frère d'un côté, la femme que j'aimais de l'autre. À l'époque, l'idée même qu'ils puissent un jour se retrouver de l'autre côté de la barrière, ensemble contre moi, m'aurait paru grotesque. On est con parfois quand on croit que l'amour nous rend invincibles. Les premiers mois de notre relation, tout avait l'air évident. On se disputait sur des choses insignifiantes, comme la meilleure boulangerie de Lyon, ou l'usage ou non du ketchup avec les frites, mais sur l'essentiel, on se comprenait. Elle savait me calmer quand je me mettais à broyer du noir pour rien, je savais la faire rire quand elle commençait à douter d'elle-même. Les premiers temps de nos fiançailles, tout était à sa place. La demande en mariage, la bague choisie avec Julien dans une petite bijouterie près de la place Bellecour, la vidéo de moi à genoux sur les quais de Saône qu'il avait filmée en douce, tout ressemblait à un souvenir parfait, rangé bien au chaud dans un dossier de mon ordinateur. Ironie amère, ces images continuent de vivre juste à côté de celles qui ont tout détruit. Les red flags, comme disent les articles de psychologie à 2 balles sur Internet, ont commencé à apparaître beaucoup plus tard, par petites touches. Des détails qu'on remarque, qu'on balaie d'un revers de main, puis qui reviennent, un peu plus insistants à chaque fois. Je me souviens très précisément de la première fois où quelque chose a vrillé en moi. On était chez nous, un soir de semaine. Un dîner banal, pâtes, parmesan, un peu de vin. Camille était rentrée plus tard que d'habitude du bureau. Elle avait dit qu'elle avait une réunion avec un client, qu'ils avaient pris un verre après pour décompresser. Rien d'anormal. Sauf que quand elle a posé son manteau sur la chaise, l'odeur qui s'en est dégagée m'a immédiatement frappé. Ce n'était pas son parfum, ni le mien, c'était autre chose. Une eau de toilette masculine, reconnaissable, un mélange un peu boisé, un peu épicé, une odeur que je connaissais très bien sans l'identifier tout de suite dans le feu de l'instant. « Ta réunion a duré longtemps » dis-je en essayant d'être neutre. « Ne m'en parle pas » répondit-elle en se servant un verre d'eau. « Il ne savait pas ce qu'il voulait, on a tourné en rond. Après, le boss a proposé un verre, je n'avais plus la force de dire non. » Elle parlait vite comme pour évacuer la journée. Je me rapprochai d'elle pour l'embrasser. L'odeur de son propre parfum couvrait la majorité, mais cette autre fragrance restait là, en fond, comme une note fausse dans un accord parfait. C'est seulement plus tard, dans la salle de bain, en me brossant les dents, que ça m'a frappé. Ce parfum, c'était celui de Julien. Je me suis senti idiot. « Tu psychotes, Thomas, il n'est pas le seul en France à porter cette marque », c'est ce que je me suis dit. Et j'ai laissé tomber. On a continué à préparer le mariage, les visites de lieux, les dégustations de menus, les rendez-vous chez le fleuriste, chez le traiteur, avec le photographe. On choisissait la police d'écriture des menus pendant que, quelque part, quelque chose se fissurait sans que je m'en rende compte. La deuxième fois, c'était lors d'un déjeuner de famille chez mes parents, quelques semaines plus tard. On était tous là, mes parents, Julien, nous. Ma mère avait préparé un énorme gratin dauphinois pour faire plaisir à tout le monde.
L'ambiance était légère, on parlait du plan de table, de qui on allait mettre loin de qui pour éviter les drames. À un moment, je suis allé chercher une bouteille de vin à la cave avec mon père. On a perdu 5 minutes à discuter des crus comme si c'était une question vitale. Quand je suis remonté, j'ai entendu des voix dans le salon. Celle de Julien, celle de Camille, un peu trop basse. Je me suis arrêté quelques secondes derrière le mur sans vraiment le décider, juste assez longtemps pour entendre un éclat de rire étouffé de Camille, puis le murmure précipité de Julien. « Chut, arrête, il va revenir !» Quand je suis entré, ils étaient à l'autre bout de la pièce, assis à une distance parfaitement raisonnable l'un de l'autre, Camille feuilletant un album photo, Julien en train de plaisanter avec ma mère. Rien dans la scène n'était objectivement suspect, mais mon cœur avait eu un raté. Plus tard, dans la voiture, sur le chemin du retour, j'ai failli lui demander « Vous parliez de quoi avec Julien tout à l'heure ?» Juste comme ça, pour la forme, pour voir sa réaction. Puis je me suis dit que j'étais parano, et j'ai gardé le silence. Les êtres humains ont une capacité prodigieuse à ne pas regarder ce qui pourrait les détruire. Astérisque. Le soir où tout a changé, il n'y avait rien de dramatique dans l'air. Aucune musique sinistre en fond, aucun orage qui se préparait. Juste moi, seul dans notre salon, avec mon ordinateur portable ouvert et un mail du fournisseur d'alarme m'indiquant qu'une mise à jour du système de vidéosurveillance. Oui, j'avais installé des caméras chez nous. Pas par méfiance, par obsession du contrôle. Le système surveillait surtout les entrées, le portail et une petite dépendance au fond du jardin que l'ancien propriétaire avait transformé en studio. On s'en servait comme débarras, parfois comme chambre d'amis. Ce soir-là, je voulais juste vérifier que tout fonctionnait avant qu'on parte une semaine pour le mariage. Je me voyais déjà, à l'hôtel, jeter un œil aux notifications sur mon téléphone en me rassurant que la maison n'avait pas été cambriolée pendant qu'on buvait du champagne ailleurs. J'ai donc ouvert l'application de gestion des caméras sur mon ordinateur. J'ai cliqué sur « Historique » et j'ai commencé à faire défiler, sans attention particulière, les vignettes de vidéos des derniers jours. Le facteur, le livreur de colis, un chat du quartier qui traversait le jardin en courant. Puis, un horaire a accroché mon regard. Mardi dernier, 14h17. À 14h17, je savais exactement où j'étais, au bureau, en réunion. Camille, elle, était censée être en clientèle, d'après ce qu'elle m'avait dit le soir même. Julien, de son côté, n'avait aucune raison particulière d'être chez nous en pleine journée. Et pourtant, la caméra de la cour avait détecté un mouvement vers la dépendance, ce fameux studio du fond du jardin. Ma main a bougé toute seule. J'ai cliqué. La vidéo s'est lancée. L'image était granuleuse, en noir et blanc. On voyait une partie du jardin, la petite allée Beaugravier, et la façade de la dépendance, sa porte vitrée. Au bout de quelques secondes, la silhouette de Camille est apparue à l'écran. Elle portait le manteau qu'elle mettait d'habitude pour aller travailler. Elle marchait vite, la tête rentrée dans les épaules, comme quelqu'un qui veut passer inaperçu. Arrivée devant la dépendance, elle a sorti son téléphone, jeté un coup d'œil derrière elle, puis a ouvert la porte et est entrée. Mon cœur a ralenti d'un coup, pas accéléré, ralenti. J'ai avancé la vidéo de quelques minutes. La caméra s'est mise à nouveau en marche. Julien, avec son sac à dos, sa veste ouverte, son allure habituelle de mec qui débarque toujours comme si tout allait bien. Sauf que là, il ne s'est pas dirigé vers la maison principale. Il a pris exactement le même chemin que Camille, le regard tourné brièvement vers la caméra, comme s'il sentait quelque chose sans savoir quoi. Il a ouvert la porte de la dépendance et a disparu à l'intérieur. Je me souviens de la sensation que j'ai eue à ce moment-là. Ce n'était pas une explosion, pas une gifle. C'était comme si quelqu'un avait débranché mon cerveau et que quelqu'un d'autre, plus froid, prenait la relève. J'ai avancé encore. Quelques bouts de minutes ont été automatiquement filmés quand un mouvement a été détecté dans le champ de la caméra. Un bout de rideau qui bouge, une ombre, un bras, un dos contre une vitre. Des choses floues, mais suffisamment nettes pour que mon corps comprenne avant moi. J'ai changé de caméra, celle qui donnait un angle légèrement différent, plus proche de la fenêtre de la dépendance. Et là, il n'y avait plus de doute possible. Leur silhouette, leurs gestes, la façon dont elle avait la tête renversée en arrière, la façon dont ils se penchaient sur elle, la manière dont leur corps semblait se chercher avec une urgence que je n'avais plus vue depuis longtemps entre nous. J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai fait pause, j'ai reculé de quelques secondes, j'ai relancé, j'ai recommencé, encore et encore, comme un imbécile qui espère, à la 10e lecture, voir autre chose que ce qui est là. Mais ce qui était là, c'était ma fiancée et mon frère en train de baiser dans ma dépendance. Je ne saurais jamais combien de temps je suis resté figé devant l'écran. Les volets étaient encore ouverts, dehors le jour commençait à tomber, mais dans mon champ de vision, il n'y avait plus que cette petite fenêtre vidéo répétant leur trahison en boucle.
À un moment, j'ai entendu la serrure de la porte d'entrée tourner derrière moi. « Camille !»« Salut, mon cœur !» lança-t-elle depuis l'entrée, ses clés cliquotant contre la console. « Désolé, journée de fou, je suis morte !» Machinalement, j'ai fermé l'ordinateur portable. Pas doucement, pas violemment non plus. Juste vite. Je l'ai refermé comme on claque un couvercle sur une casserole qui déborde. Je me suis levé. Je ne sais pas quel visage j'avais à ce moment-là. Peut-être que j'avais l'air normal. Peut-être que j'étais déjà pâle comme un linge. En tout cas, elle n'a rien vu. Elle est arrivée dans le salon, m'a embrassé sur la joue en laissant une trace de rouge à lèvres, a jeté son sac sur le canapé. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-elle en commençant à enlever ses chaussures. J'ai entendu ma propre voix répondre, comme si j'écoutais quelqu'un d'autre parler à ma place. « Ça va ? Et toi ?» Épuisante, une horreur. On a eu un appel avec ce client allemand qui... Elle a continué son récit, les mains qui volaient, les mimiques, les soupirs. Chaque détail de son mensonge venait se heurter à l'image que j'avais encore brûlée dans la rétine. Elle n'était pas en clientèle, elle était dans notre jardin, avec mon frère. Je ne l'ai pas coupée, je ne lui ai pas demandé de s'expliquer, je n'ai pas crié, je l'ai laissé parler. Et dans un coin de ma tête, quelque chose s'est mis en place, lentement. Ce soir-là, quand elle s'est couchée, j'ai fait semblant d'avoir du travail à finir. Je suis resté dans le salon, j'ai rallumé l'ordinateur et j'ai revu, encore une fois, toute la séquence. Puis je l'ai téléchargé, copié, renommé, caméra-bas, jardin-bas, 02-17. Un nom froid pour une scène qui avait consumé tout ce qu'il restait de chaleur en moi. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être seulement un fiancé. Je suis devenu spectateur et juge. Astérisque. Les semaines qui ont suivi ont été une longue pièce de théâtre dont j'étais à la fois l'auteur, l'acteur et le public. Je n'ai rien dit à Camille, je n'ai rien dit à Julien, je n'ai rien dit à mes parents, ni à mes amis. J'ai observé. Je me suis mis à regarder leurs moindres interactions comme si j'avais un microscope à la place du cerveau. Les repas de famille, les messages sur le groupe WhatsApp Organisation Mariage, les regards échangés par-dessus les têtes, les éclats de voix qui baissaient d'un ton quand j'entrais dans une pièce, tout faisait sens soudain. Cette soirée où Julien avait proposé à Camille de rentrer en Uber avec lui parce qu'ils habitaient dans la même direction, alors que moi je devais rester aider à ranger chez des amis. Ce moment où je l'avais trouvée dans la cuisine, seule, un peu trop essoufflée, alors que 5 minutes avant, elle riait avec lui sur le balcon. À chaque fois, j'avais senti quelque chose, sans pouvoir le nommer. Maintenant, je savais. Je suis devenu terriblement calme. Je crois que c'est ce qui les a sauvés dans un premier temps. Si j'avais explosé, si je l'avais réveillé en pleine nuit en lui jetant la vidéo au visage, si j'avais débarqué chez Julien pour lui coller mon poing dans la figure, tout aurait éclaté tout de suite. Le mariage aurait été annulé, on aurait pleuré, hurlé, fait des scènes, probablement. Et puis, la poussière serait retombée. Chacun aurait tenté de reconstruire sa version des événements. Non, je ne voulais pas ça. Je voulais que la vérité sorte une bonne fois pour toutes, devant tout le monde. Je voulais que ce ne soit pas ma parole contre la leur. Je voulais que, pour une fois, aucune explication, aucune nuance, aucun mensonge ne puisse recouvrir ce qu'ils avaient fait. Alors, j'ai laissé faire. J'ai laissé la date du mariage s'approcher comme une marée noire qui vient, lentement, irrésistiblement, recouvrir la plage. Quand Camille me parlait des derniers détails à régler, je l'écoutais comme on écoute quelqu'un raconter un rêve auquel on ne croit pas. « Tu te rends compte ?» me disait-elle en consultant un tableau Excel sur son ordinateur. « Dans 3 semaines, on sera mariés. Ça me fait bizarre. » « Tu te rends compte, dans 3 semaines, tu seras publiquement dévoilé. » C'est ce que je pensais. Je ne disais rien. Je l'embrassais. Je la prenais dans mes bras. Je la regardais dormir. Le soir, une fois qu'elle était plongée dans un sommeil paisible, je sortais mon ordinateur. Je travaillais sur le diaporama surprise pour la soirée du mariage. Je contactais le DJ pour lui expliquer ce que je voulais. Je testais les transitions, les musiques, les enchaînements. Au milieu de ce montage de bonheur, j'avais glissé le fichier de la caméra du jardin. Sans montage, sans floutage, sans commentaire, brut. Ma seule hésitation avait été la durée. J'aurais pu ne mettre que quelques secondes, juste assez pour qu'on comprenne. J'ai finalement choisi plusieurs extraits, leur arrivée séparée, leur sortie et une courte séquence où leur corps ne laissait aucun doute sur ce qu'il se passait. Je voulais que rien ne soit contestable. Quoi qu'ils disent ensuite, quoi qu'ils inventent, les gens auraient ces images dans la tête, à vie. Julien, lui, sentait confusément que quelque chose avait changé. On se voyait moins en tête-à-tête, mais quand on se retrouvait pour parler du mariage, je jouais le rôle à la perfection.
Frérot, disait-il en levant sa bière lors de mon enterrement de vie de garçon, t'imagines, toi, marié, si on m'avait dit ça quand tu pleurais parce que t'avais raté ton oral de français au lycée? Comme quoi, tout arrive, répondais-je avec un sourire. Une seule fois, quelques jours avant le mariage, il a tenté une phrase étrange. On était sur mon balcon, en train de fumer une cigarette en regardant les lumières de la ville. Tu sais que, commença-t-il, puis il s'interrompit. Non, laisse tomber. Quoi? Avais-je demandé. Il avait hésité, triturant sa fameuse bague. Rien, juste que t'es un mec bien, Thomas, et que, enfin, tu ne mérites pas qu'on te fasse du mal. Je l'avais regardé plus longtemps que d'habitude. Personne n'a intérêt à me faire du mal, avais-je dit doucement. Il avait blêmi légèrement, et avait changé de sujet. Astérisque, la veille du mariage, nous avons dormi séparément, comme le veut la tradition dans certaines familles. Camille était dans une chambre d'hôte du domaine avec ses témoins, moi, dans une autre aile avec Julien et les garçons d'honneur. Le matin, tôt, je me suis réveillé avant tout le monde. Le soleil filtrait déjà à travers les volets. On entendait au loin les premiers bruits de la cuisine où l'équipe préparait le petit déjeuner. Les vignes autour du domaine baignaient dans une lumière douce. Je me suis levé sans faire de bruit pour ne pas réveiller Julien, qui dormait dans le lit d'à côté, une main sur le visage, comme un gamin qui refuse de voir la lumière. Ma veste de costume était suspendue à un cintre, prête. La clé USB était déjà dans la poche intérieure depuis la veille. Je l'ai sortie, juste pour la tenir un instant dans ma main. Elle était froide. Je me suis assis sur le rebord du lit, la clé posée dans la paume, et j'ai essayé de me rappeler le mois d'il y a 1 an, celui qui aurait trouvé cette scène complètement absurde. Un type qui se réveille le jour de son mariage avec un plan de représailles digne d'un film. À côté de moi, Julien a bougé légèrement dans son sommeil. « a-t-il marmonné. « C'est quelle heure ?»« Tôt, ai-je répondu. « Dors. » Il s'est retourné dos à moi. Je savais qu'à un moment de la journée, il me prendrait à part, qu'il me dirait encore qu'il m'aimait, qu'il était fier, qu'il me parlerait comme un frère. Je savais aussi que le soir, il verrait son visage sur un écran, à côté de celui de Camille, dans une configuration qu'aucun de nous n'oublierait jamais. Et malgré tout ça, je me sentais calme, pas heureux, pas serein, juste aligné avec la ligne de conduite que j'avais choisie. Astérisque, je redressai la tête et revins à la réalité de la salle de réception, au bruit des conversations, au parfum entêtant du vin et des plats servis. Mon portable vibra dans ma poche de pantalon. Je le sortis machinalement. Message de Camille. « Tu es où? Les gens demandent le marié », visage avec un léger sourire. Je fixai l'écran, un sourire automatique se dessinant sur mon visage, alors même que je me sentais complètement détaché de ce petit emoji. Avant, ce genre de message m'aurait fait fondre. Maintenant, ça me donnait l'impression d'être observé par quelqu'un qui jouait le rôle de ma femme. « J'arrive, je prends un peu l'air », répondis-je. Les points de suspension apparurent aussitôt. Elle tapait vite. « Ne t'envole pas, un bisou, on t'attend pour le diaporama ». Je rangeai le téléphone sans répondre. Le diaporama. L'innocent diaporama de souvenirs qui faisait briller les yeux de ma mère depuis des semaines rien qu'à l'idée de voir défiler des photos de nous petits, de nos vacances, de mes anniversaires. Camille aussi était excitée par cette idée à la base. Elle avait même insisté pour m'aider à choisir certaines photos. Je lui avais dit que non, que j'avais une surprise pour elle, que c'était mon truc à moi. Pour une fois que je préparais un truc romantique, elle avait ri, touchée. Si elle savait. Je quittai le centre de la piste et me dirigeai vers la terrasse extérieure pour prendre l'air. La porte coulissante s'ouvrit dans un glissement doux et l'air nocturne, un peu frais malgré le mois de juin, me frôla le visage. Au dehors, le vignoble s'étendait en vagues sombres jusqu'à l'horizon. Quelques guirlandes électriques longeaient les rambardes, projetant sur les graviers une lumière orangée. Je sortis la clé USB de ma poche et la fis rouler entre mes doigts. Un simple objet, 32 gigas, une dizaine de dossiers, Thomas bébé, Thomas plus Julien, Vacances Bretagne 2015, Camille et moi. Et puis, perdu au milieu, avec un nom parfaitement anodin, il y avait ce fameux fichier. Caméra-jardin-02-17. Il aurait pu s'appeler n'importe comment, le résultat était le même. 3 personnes n'auraient jamais plus la même vie après sa diffusion. Je restais un moment dehors, à écouter, de loin, la musique filtrée par les portes vitrées. À l'intérieur, une chanson de variété française que tout le monde connaissait par cœur venait de commencer et les invités chantaient en chœur. Je reconnus la voix éraillée de mon oncle qui se croyait toujours à un karaoké. J'aurais pu rentrer, danser encore un peu, repousser le moment. Personne n'aurait rien suspecté.
J'avais cette possibilité là, à portée de main, continuer la comédie jusqu'au bout, faire comme si de rien n'était, épouser pour de bon le mensonge, me bercer de l'idée que peut-être ils arrêteraient, que ce n'était qu'un dérapage, un accident, une faiblesse. Mais je savais que ce n'était pas un accident, et un mensonge, même bien décoré, reste un mensonge. Je remis la clé USB dans ma poche, inspirai profondément, puis retournai à l'intérieur. Camille m'aperçut tout de suite. Elle écourta sa conversation avec ses amis et vint vers moi en trottinant, ses talons claquant légèrement sur le parquet. « Tu t'es sauvé où, toi » demanda-t-elle en passant ses bras autour de ma taille. Je l'enlaçai, doucement. Juste dehors, j'avais besoin de respirer un peu. « Tu vas bien » Sa voix s'était faite un peu plus sérieuse. Ses yeux fouillaient les miens comme si elle cherchait une fissure. Je me forçais à laisser mon regard tranquille, posé. « Oui, je suis juste fatigué. C'est une grosse journée. » Elle sourit, rassurée. « Tu fais très zen en tout cas. Tous les mariés que je connais étaient en panique totale à ce stade. Toi, t'es là, genre moine bouddhiste ?» Si seulement elle savait à quel point le calme peut être dangereux. Julien passa à ce moment-là, une bière à la main. Il s'arrêta devant nous un peu trop brusquement. « Hé, les amoureux » lança-t-il avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Ça vous dit qu'on fasse bientôt le diaporama ? Tout le monde commence à se demander ce que tu as préparé, grand frère. » Il avait insisté sur le « tu » en me regardant, comme pour vérifier que je n'avais rien laissé filtrer. Je croisais son regard une fraction de seconde. Je ne vis que de la panique mal contenue derrière sa façade détendue. « Oui » répondis-je calmement. « On peut y aller. » Je sentis Camille se raidir à peine contre moi. Elle se tourna vers moi, excitée. « Ah oui, le fameux diaporama! Tu ne m'as toujours pas laissé voir une seule seconde. J'ai peur que tu aies mis des photos compromettantes, moi. » Tu n'as même pas idée. Je me contentais de sourire. « T'inquiète, tu vas adorer. » Julien, avalant une gorgée de bière un peu trop vite, s'étrangelant presque. « Je vais prévenir le DJ, » dit-il en s'éclipsant. Je le regardais s'éloigner, les épaules un peu voûtées, sa nuque tendue. Je l'ai rarement vu aussi fragile. On aurait dit un gamin pris en flagrant délit qui attend la punition sans savoir quand elle va tomber. Sauf qu'il croyait encore que la punition ne viendrait jamais. Je m'assis à notre table avec Camille. Les invités, guidés par les serveurs, commencèrent à regagner leur place, certains emportant encore des verres tombés d'un bar éphémère installé dans un coin. Le brouhaha diminua peu à peu, remplacé par un mélange de chuchotements et de rires étouffés. Le DJ prit le micro, tout sourire. « Bon, lança-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Est-ce que tout le monde a son verre ? Oui ? Parfait. Alors, on va passer à un petit moment spécial préparé par notre cher marié Thomas. » Il fit un geste théâtral dans ma direction. Quelques applaudissements fusèrent, des wouhous un peu ivres. Je levai la main pour saluer comme un candidat aux élections municipales. « Un petit voyage dans le temps, » continua le DJ, « avec des photos, des vidéos, des dossiers compromettants, j'espère, ajouta-t-il en faisant rire la salle. « Installez-vous bien, on éteint les lumières. » Le technicien baissa l'éclairage. La salle plongea dans une semi-obscurité douce. Seuls les points lumineux des guirlandes et des bougies continuaient à scintiller. Tous les regards se tournèrent vers l'écran blanc. Je sentis la main de Camille chercher la mienne sous la table. Je la laissai faire. Ses doigts étaient tièdes, délicats. Elle pensait partager un moment de pure émotion avec moi. Julien, lui, s'était installé à une table un peu en retrait. Je le vis se pencher en avant, comme pour mieux voir, mais aussi comme s'il voulait être prêt à se lever à tout moment. Le DJ se pencha vers son ordinateur portable, connecta ma clé USB au boîtier branché au projecteur, puis lança le fichier principal. Le logo du logiciel de présentation apparut en grand, puis se réduit pour laisser place à la première image. Sur l'écran, un petit garçon en salopette, les cheveux en bataille, tenait une glace qui dégoulinait sur son t-shirt. Un autre gamin, un peu plus petit, à côté de lui, riait en montrant le carnage du doigt. Moi et Julien sur une plage de Charente-Maritime, il y a plus de 20 ans. Un oh-oh attendri parcourut la salle. « Trop mignon !» s'exclama une cousine. « Tu n'as pas beaucoup changé, hein ?» lança quelqu'un d'autre, faisant rire la tablée. Les photos commencèrent à défiler. Moi, avec les dents de travers, Julien, déguisé en chevalier, nous deux, bras dessus, bras dessous, devant la vieille 205 de notre père. Chaque image déclenchait une vague de commentaires, de souvenirs racontés à voix basse par nos proches. On ne voyait que l'allée de gravier et la façade vitrée de la dépendance. Et puis, elle apparut. Camille, en manteau, sac à main en bandoulière, marchant vite, jetant un regard furtif derrière elle. Même granuleuse, même en noir et blanc, on la reconnaissait sans effort. Une partie de la salle eut un petit rire surpris. « Oh, c'est Camille ! C'est chez vous ça !» Camille se redressa, les yeux rivés à l'écran.
Sur la vidéo, elle regardait autour d'elle comme une voleuse. Puis, elle ouvrait la porte de la dépendance et disparaissait à l'intérieur. Silence. Un vrai silence cette fois, épais, lourd, qui absorbait tout, jusqu'au bourdonnement du projecteur. À ma gauche, mon père fronça légèrement les sourcils. À ma droite, ma mère se pencha vers l'écran, déjà inquiète. Julien, lui, était figé, les yeux écarquillés. Sa bière, posée devant lui, restait intacte. Sa mâchoire tremblait. À l'écran, quelques secondes s'écoulèrent. Rien. Puis, la caméra se réactiva. Julien entra dans le champ. Même manteau que ce jour-là, même sac à dos, même démarche. Je sentis l'air changer dans la salle, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre sur l'hiver. Plusieurs voix chuchotèrent en même temps. « Mais c'est Julien, non ? Attends. » Julien, sur la vidéo, s'arrêtait une seconde. Il jetait un regard furtif vers le jardin, vers la maison, vers la caméra, qu'il ne voyait pas vraiment, mais dont il sentait peut-être vaguement la présence. Puis, il ouvrait la porte de la dépendance et entrait à son tour. La caméra de la cour se coupa, un fondu rapide. Une autre vue apparut, plus proche, orientée vers la fenêtre de la dépendance. Camille inspira bruyamment à côté de moi. « Coupe !» souffla-t-elle d'une voix blanche. « Coupe ça, Thomas !» Sa main se cherchait dans le vide, comme si elle voulait attraper mon bras, mais n'osait pas. Le DJ tourna la tête vers moi, hésitant. Il avait l'air de chercher un signe, un geste, un sourire, qui lui dirait que tout était normal, que c'était juste une blague, un sketch, une mise en scène. Je ne bougeais pas, je restais assis, les yeux fixés sur l'écran. À l'intérieur de la dépendance, on distinguait leurs silhouettes, floutées par la vitre, par la poussière, par la résolution médiocre de la caméra. Mais pas assez pour laisser le moindre doute. Leurs corps se rapprochaient. Julien posait une main dans le bas de son dos. Elle levait les bras, glissant ses doigts derrière sa nuque. Le mouvement de leur tête, la façon dont elles se penchaient en arrière, leurs mains qui se cherchaient. On ne voyait pas chaque détail, mais il n'en fallait pas plus. Un cri étranglé jaillit d'une table au fond. « C'est une blague ? Ça va trop loin là !» « Non, attends !» Camille se leva brutalement, sa chaise raclant le parquet avec un bruit agressif. « Arrêtez ça !» hurla-t-elle en direction du DJ. « Coupez, maintenant !» Sa voix fusa dans la salle comme un coup de feu. Tous les regards se tournèrent vers elle, vers nous, vers l'écran, puis de nouveau vers elle. Elle tremblait, ses mains serraient le bord de la table à s'en blanchir les phalanges. Le DJ balbutiait quelque chose, perdu, les yeux fixés sur l'ordinateur, sans oser appuyer sur aucune touche. « C'est pas possible !» murmura quelqu'un à 2 tables de là. « C'est vraiment... eux ?» Sur l'écran, la scène continuait. Leurs gestes devenaient de plus en plus explicites. La vitre, cette mince barrière entre leur intimité et l'extérieur, ne cachait presque plus rien. Je vis ma mère porter les mains à sa bouche. Mon père se redressa, le dos raide, les yeux soudain très froids. Une tante lâcha un « Mon Dieu » à mi-voix. Julien, lui, était devenu livide. Ses yeux allaient de l'écran à moi, de moi à Camille, de Camille à l'écran. Ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son n'en sorte. Il finit par se lever d'un bond. « Arrête ça !» cria-t-il en direction du DJ. « Coupez ce truc, maintenant !» Sa voix se brisa au milieu de la phrase. Le DJ paniqua et se tourna vers moi, comme si j'étais le seul à pouvoir répondre. On voyait sur son visage qu'il ne comprenait rien, qu'il se sentait piégé lui aussi. Je n'ai pas fait un geste, pas un. Je sentais les regards affluer vers moi, pesants. Certains cherchaient une explication, d'autres de la confirmation, d'autres encore de la pitié. Mais je n'avais plus rien à dire. Tout ce que j'avais à dire s'affichait sur cet écran. Camille, elle, semblait sur le point de s'évanouir. Ses jambes flageolèrent, ses mains se crispèrent sur le dossier de sa chaise. Elle tenta de se tourner vers moi. « Thomas, ce n'est pas... Je peux t'expliquer ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle. Je me levai, calmement, sans la regarder. Je sentis les yeux de toute la salle se braquer sur moi. Quelques invités se levèrent à moitié, comme pour m'empêcher de partir, sans trop savoir pourquoi. Julien fit un pas dans ma direction. « Frérot !» commença-t-il, la voix tremblante. Je passai à côté de lui, comme on contourne un obstacle sur le trottoir. Il tendit la main vers moi, voulut agripper ma manche. Je retirai mon bras une fraction de seconde avant qu'il ne m'atteigne. Je ne l'avais pas frappé, je ne lui avais pas hurlé dessus, je ne l'avais pas insulté. J'avais fait quelque chose de pire, pour lui. Je l'avais laissé nu devant tout le monde. Camille sanglota, un son rauque et étranglé qui me suivit quelques mètres. « Thomas, je t'en supplie, reste, on peut... »
Je n'écoutais déjà plus. Je traversais la salle. Les fleurs, les nappes blanches, les coupes de champagne encore à moitié pleines, les visages choqués, tout se mélangeait dans mon champ de vision. J'entendis ma mère murmurer mon prénom, la voix brisée. J'entendis mon père jurer à voix basse. J'entendis quelqu'un se lever brusquement, une chaise tomber. Je ne me retournai pas. Je poussa la porte vitrée qui donnait sur l'extérieur. Elle s'ouvrit dans un grincement discret. Au moment où je franchis le seuil, la dernière image du fichier s'éteignit derrière moi, laissant la salle dans un noir encore plus profond. Puis, la folie commença vraiment. Les cris, les insultes, les pleurs. Et moi, je n'étais plus là pour les voir. Astérisque. Dehors, l'air de juin me frappa comme une douche froide. Il était un peu humide, chargé de l'odeur des vignes et de terre refroidie, mêlé à un reste de fumée de cigarette venant du coin fumeur. Le contraste avec l'intérieur était brutal. Là-dedans, c'était l'enfer. Ici, c'était juste une nuit d'été dans un domaine viticole, avec des cigales au loin et un lampadaire qui clignotait faiblement près du parking. Je descendis lentement les marches de pierre, les mains dans les poches. Mon costume tenait encore bien, ma cravate était parfaitement en place, mes chaussures brillaient. Un marié impeccable, qui venait d'exploser son mariage devant toute sa famille. Je sentais mon cœur battre, mais pas la panique. Juste une sorte de rythme lourd, régulier, comme un tambour qui accompagne une marche funèbre. Derrière moi, les voix montaient, on hurlait, on demandait des explications, on se levait, on bousculait des chaises, on renversait sans doute des verres. Une voix se détacha, plus forte, plus aiguë. « Camille, laissez-moi passer, il faut que je lui parle !» Une autre voix, masculine, enragée, gronda par-dessus. « Mon père, tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte ?» Puis une troisième, plus basse, étranglée. « Julien, je vais lui parler, je vais arranger les choses. » Ces mots se perdirent dans le vacarme. Je marchais sur les graviers du parking, chaque pas produisant ce bruit sec si familier des allées de campagne. La lune était cachée derrière des nuages, mais l'éclairage du domaine suffisait à dessiner des ombres nettes autour de moi. Quelques voitures garées en arc de cercle, un petit muret de pierre, au-delà, les rangées de vignes alignées presque jusqu'à l'infini. Tout me paraissait plus net qu'en plein jour. Je m'arrêtai un instant près d'un vieux chêne qui marquait l'entrée du chemin menant à la départementale. Je posai une main contre le tronc rugueux et laissai mon front tomber quelques centimètres plus bas, sans vraiment y appuyer. Je n'avais pas envie de pleurer. Les larmes, je crois, s'étaient arrêtées le jour où j'avais vu la vidéo pour la première fois. Depuis, il n'y avait plus que ce vide dense et sec à l'intérieur de moi. Un vide tellement présent qu'il laissait à peine de la place pour autre chose. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis. L'écran s'illumina. Appel entrant. Camille. Je laissai le téléphone sonner, le regard perdu sur l'écran. Après 4 sonneries, l'appel se coupa. Immédiatement, un autre appel entra. Julien. Je remis le téléphone dans ma poche sans répondre. Les voix derrière moi se rapprochaient. On venait vers la porte. Quelqu'un l'ouvrit en grand. Un éclat de musique, resté en fond par automatisme, se répandit un instant dans la cour, puis s'éteignit lorsque le DJ coupa enfin tout. « Thomas !» cria une voix masculine. « Julien !» Je soupirai. Je n'avais pas prévu le scénario dans le moindre détail, mais je savais qu'il viendrait. Je commençai à marcher vers le chemin, lentement mais résolument. « Thomas, attends, putain, attends !» Ses pas résonnèrent derrière moi sur le gravier. Il courait à moitié, manquant de glisser. Je n'accélérais pas, je ne me retournais pas tout de suite. J'avais l'impression de flotter dans mon propre corps, comme si j'étais légèrement en décalage, spectateur de cette scène que j'avais écrite sans vraiment la voir. « Thomas !» cria-t-il encore, la voix brisée. Il me rattrapa au bord du parking, à quelques mètres du début du chemin qui menait vers la route. Ses doigts attrapèrent enfin ma manche, cette fois. Je m'arrêtai, je me retournai lentement. Son visage était ravagé, les yeux injectés de sang, brillants de larmes, les cheveux en bataille. Sa chemise blanche, impeccable il y a 1 heure, était froissée, sa cravate mal nouée. Il ne ressemblait plus au témoin sûr de lui qui plaisantait pendant les discours. Il avait l'air d'un gamin pris en flagrant délit de vol, mais qui réalisait seulement maintenant que ce qu'il avait volé n'était pas un paquet de bonbons, mais la vie de quelqu'un. « Lâche-moi » dis-je calmement. Il retira sa main comme si ma manche l'avait brûlé. « Thomas, je suis désolé, ok? Je ne sais pas quoi dire. C'est allé trop loin. On n'a pas réfléchi. C'était... »
Tu vas me sortir que c'était une erreur ?» Ma voix n'avait pas monté, mais quelque chose dans mon ton le fit reculer d'un demi-pas. Il avala sa salive. « Oui, non, je sais pas. Ce que je sais, c'est que je t'ai fait du mal, que je vous ai fait du mal, à tous. J'ai été un con, le pire des cons. Je ne cherche pas d'excuses, mais s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Je le regardais, vraiment regardé. Le gamin avec qui j'avais partagé une chambre pendant 10 ans. Celui que j'avais défendu au collège quand on se moquait de lui. Celui qui était venu me chercher en voiture à 3 heures du matin parce que je m'étais disputé avec une ex et que je ne savais pas où aller. Mon frère. Et l'homme qui avait couché avec ma fiancée, dans ma dépendance, pendant qu'elle portait ma bague au doigt. Je sentis quelque chose se tordre en moi, pas de douleur, plutôt comme une articulation qu'on remet en place. « Tu sais ce qui est fou ?» dis-je en le fixant. « Ce n'est pas que tu aies fait ça. Des gens font des trucs aussi pourris tous les jours. Ce qui me sidère, c'est que tu aies cru que je ne le saurais jamais, que tu aies réellement compté sur ma confiance pour te protéger. » Il baissera les yeux honteux. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. On a dérapé, une fois. Puis, je pensais que ça resterait entre vous, complétai-je. Un secret, un truc à part, un petit monde parallèle où vous pouviez vous donner ce que vous ne trouviez pas ailleurs. » Il voulait répondre, mais aucun son ne sortit. Je repris, toujours calmement. « Tu sais quand j'ai vu la vidéo la première fois ?» Il releva la tête, surpris. Je vis dans ses yeux la peur de ce que j'allais dire. « Il y a des semaines, Julien. Des semaines. Et tu veux savoir ce que j'ai fait ?» Il hocha la tête, presque malgré lui. « Rien. Je ne t'ai pas sauté à la gorge, je ne lui ai pas hurlé dessus, je ne l'ai pas quitté. J'ai continué. Chaque repas, chaque réunion de famille, chaque rendez-vous de préparation du mariage. Je vous ai regardés, tous les deux, en face, en sachant exactement ce que vous aviez fait. Et je vous ai laissé croire que vous étiez en sécurité. » Il ouvrit la bouche, mais je levai la main. « Non. Écoute, tu as eu tes semaines de mensonges. Maintenant, c'est mon tour de parler. » Il se tut. Le vent fit frissonner les feuilles du chêne au-dessus de nous. « Tu sais ce qui m'a décidé à ne pas annuler le mariage ?» continuai-je. « Ce n'est pas par peur du scandale, ni par lâcheté. C'est parce que je te connais, je vous connais. Si j'avais tout envoyé balader en privé, vous auriez fini par minimiser. On était paumés, c'était qu'une fois ou deux, ça ne voulait rien dire. T'aurais peut-être pleuré devant moi, puis tu aurais tourné la page. Elle aussi. Et un jour, vous auriez réussi à vous raconter que ce n'était pas si grave, que tu avais juste trahi un peu ton frère. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. » Je marquai une pause. Alors, j'ai décidé de laisser les images parler, pour que plus jamais tu ne puisses oublier ce que tu as fait, pour que chaque fois que tu penseras au mot « frère », tu aies ce souvenir-là qui te revienne, en plus des autres. Il se couvrit le visage avec les mains. « Je sais, » répéta-t-il, la voix étouffée. « Je sais, je suis désolé. Je t'en supplie, dis-moi ce que je peux faire. » Rien. La réponse vint sans hésitation. Il laissa tomber ses mains, me fixant d'un air désespéré. « Je peux couper les ponts avec elle si tu veux. Dis-moi de ne plus lui parler. Je le ferai. Je ferai tout ce que tu veux. Je peux aller voir papa et maman, tout leur expliquer, prendre tout sur moi. Tu crois vraiment que c'est une question d'option ?» demandai-je, presque amusé par l'absurdité de sa proposition. Il cligna des yeux. « Il n'y a rien à réparer, Julien. Tu as cassé quelque chose qui ne se recolle pas, ni entre elle et moi, ni entre toi et moi. » Je laissai les mots s'installer dans l'air. Il secoua la tête, comme un enfant qui refuse d'entendre un verdict. « Mais on est frères, insista-t-il. On ne coupe pas les ponts comme ça. On se déteste, on se tape dessus, on se fait la gueule, mais on coupe pas. » Je sentis une pointe de fatigue me traverser. « Tu te souviens, dis-je, du jour où on a fait ce pacte débile quand on était ado ?» Il fronça les sourcils, perdu. « Quel pacte ? Celui dans la cour du collège, quand tu avais peur de redoubler et que je t'ai promis de toujours te couvrir si tu faisais une connerie. On s'était serré la main en mode film américain, façon « frère pour la vie ». Un sourire triste tenta de se frayer un chemin sur son visage. « Oui, je m'en souviens. » Ce jour-là, ai-je repris, j'ai vraiment cru que rien ne pourrait casser ça. Rien. Je t'aurais prêté de l'argent, j'aurais menti à nos parents pour toi, j'aurais pris ta défense. Mais tu as trouvé la seule chose que je ne peux pas te pardonner. Tu as pris la personne que j'avais choisie comme partenaire de vie, et tu l'as transformée en complice de ta trahison.
Il se mordit la lèvre jusqu'au sang. « Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il, juste de me laisser une chance. Qu'un jour, peut-être… » Non, le mot tomba, net. Ce que tu veux, c'est un futur où tu pourrais te dire « Oui, j'ai fait une grosse connerie, mais on a fini par s'en sortir entre frères. » Ce futur n'existe pas. Pas pour moi. Je fis un pas en arrière, vers le chemin. « Thomas, s'il te plaît, ne pars pas. Papa et maman, ils sont choqués, mais ils ont besoin de toi là-bas. Ils ont besoin que tu leur expliques, que tu reviennes, que tu… » Quoi? Que je rassure tout le monde? Que je dise que ça va? Que je trouve des mots pour rendre ça digeste? Fis-je, un rire sans joie dans la voix. Il resta muet. Non, ce n'est pas mon rôle. Pas ce soir. Pas avec vous. Je tournais légèrement la tête, en direction de la salle de réception. On entendait toujours des éclats de voix, plus lointains, étouffés par les murs de pierre. Camille devait être en train de s'effondrer devant ma mère. Son père devait se demander à quel moment il avait raté l'éducation de sa fille. Des invités devaient déjà commencer à fouiller dans leurs souvenirs pour resituer tel ou tel moment où ils avaient trouvé leur complicité un peu étrange. Tout ce petit monde se débattait dans le chaos. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus envie d'y participer. Je posai ma main sur l'épaule de Julien. Il sursauta à ce contact, comme si la chaleur de ma paume le brûlait. « Ne t'inquiète pas, dis-je, je ne vais pas me jeter d'un pont, je ne vais pas disparaître de la surface du globe, je vais juste prendre ma vie sans vous. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es mon frère, répéta-t-il, comme une litanie. »« Tu l'étais, répondis-je. » Je retirai ma main. Je me tournai vers le chemin. Il resta planté là, au bord du parking, les mains pendantes, comme un spectre qui venait de comprendre qu'il était mort. Je fis quelques pas. « Thomas, lança-t-il une dernière fois, s'il te plaît. » Je ne me retournai pas, je continuai à marcher. Chaque pas m'éloignait du domaine, de la lumière, des fleurs, des cris. Chaque pas me rapprochait d'un endroit où il n'existait plus. Astérisque. Le chemin qui menait de la salle des fêtes à la départementale était bordé de vieux arbres. Le gravier laissa bientôt place à un petit chemin de terre, puis à un morceau de bitume mal entretenu. Je marchais sans vraiment regarder où je mettais les pieds. Mes chaussures de ville n'étaient pas faites pour ça, mais je m'en fichais. La nuit avait finalement laissé la lune se montrer, un croissant pâle caché à moitié derrière les nuages. Les vignes de part et d'autre formaient des lignes sombres qui se perdaient dans le noir. Mon téléphone vibra à nouveau, je le sortis exaspéré. Appel manqué, 7 de Camille, 5 de Julien, 4 de maman. Des messages commençaient à s'accumuler, les aperçus s'affichant à l'écran. « Thomas, réponds-moi s'il te plaît, je ne sais pas quoi dire, je suis désolé. » « Mon fils, où es-tu? Reviens, on va parler. » Ce n'est pas ce que tu crois. Je laissai l'écran s'illuminer encore quelques secondes, puis je fis glisser mon doigt et éteignis le téléphone complètement. La nuit me reprit, entière. Je ne savais pas où j'allais, littéralement. La route n'était pas éclairée. Je savais juste que si je continuais tout droit, j'attendrais probablement un village, ou au moins un croisement avec une route plus passante. Peut-être un arrêt de bus, peut-être rien du tout. Je n'avais pas de sac, pas de plan. Juste un portefeuille, des clés qui ne m'ouvriraient plus jamais une maison dans laquelle j'avais voulu construire ma vie et une alliance toute neuve qui me serrait encore un peu le doigt. Je m'arrêtai au bord de la route, à côté d'un fossé. Je fis tourner l'anneau autour de ma phalange, acheté chez un bijoutier du centre-ville. Gravé à l'intérieur, C et T, pour toujours. Cette phrase me fit presque rire. Je tirai doucement l'anneau. Il résista une seconde, puis glissa. Je le regardais dans ma paume, simple, discret, argenté. Je n'étais pas prêt à le jeter dans le fossé, pas encore. Ce geste-là aurait eu quelque chose de définitif qui m'effrayait davantage que l'idée même de ne plus la revoir. Alors, je le remis dans ma poche, à côté de la clé USB. Les deux symboles de ce que cette journée avait été, une promesse et une preuve. Je repris ma marche. Au bout d'une quinzaine de minutes, j'aperçus enfin un panneau, mal éclairé, indiquant le nom d'un village voisin. Juste après, un petit square avec quelques bancs, une aire de jeu vide, un lampadaire jaune qui éclairait faiblement un bout de pelouse et des pavés, je m'y arrêtai. Je m'assis sur un banc, les coudes sur les genoux, les mains jointes devant moi. Je restai là. Je ne saurais pas dire combien de temps. 5 minutes, 1 heure. Le temps, soudain, avait perdu toute consistance. Il s'étirait comme de la gomme. Au début, il n'y eut rien. Pas de pensée, pas d'analyse. Juste le souffle, le bruit léger de mon propre corps qui respirait encore, malgré tout. Puis, petit à petit, les images revinrent.
Pas celles de la vidéo, je les avais déjà vues. D'autres. La table du salon chez mes parents un soir de Noël, quand Camille et moi avions annoncé nos fiançailles. Ma mère qui avait poussé un cri de joie, mon père qui m'avait serré si fort que j'en avais eu mal aux côtes. Julien qui avait levé son verre en disant « Enfin !» Notre premier week-end à deux à Marseille, le Mistral qui faisait claquer la nappe du restaurant, ses cheveux dans tous les sens, son rire. Les coups de fil nocturnes avec Julien quand j'avais rompu avec une ex toxique et qu'il m'avait répété pendant des semaines que je méritais mieux. Je les regardais se superposer aux scènes de ce soir, comme si deux films étaient projetés en même temps sur le même écran. L'un en couleur, l'autre en noir et blanc. Je ne ressentais pas de haine. La haine demande trop d'énergie. Ce que je ressentais, c'était une immense fatigue, une lassitude profonde, comme si on m'avait vidé de l'intérieur en raclant les parois. Mon téléphone, éteint, restait silencieux dans ma poche. Tout ce qui se passait encore là-bas, dans ce domaine bordelais, ne m'atteignait plus. Les explications, les cris, les « comment tu as pu », les « ce n'est pas ce que tu crois », les « je peux tout arranger », les « restez calme s'il vous plaît », tout ça n'était plus mon affaire. J'avais jeté la grenade. Il devait maintenant gérer les éclats. Je ne savais pas encore ce que je ressentirais demain, ou le mois suivant, ou dans un an. Peut-être de la colère, peut-être de la nostalgie, peut-être un regret sourd. Mais à cet instant précis, sur ce banc d'un village que je connaissais à peine, je ressentais quelque chose de brut, d'inattendu. Un début de liberté. Pas une liberté joyeuse, pas celle qu'on ressent quand on sort d'un examen ou qu'on quitte un boulot qu'on déteste. Une liberté nue, celle d'un homme qui n'a plus de rôle à jouer pour personne. J'ignorais depuis combien de temps j'étais assis quand j'entendis des pas approcher sur les pavés. Je ne bougeais pas, je n'avais pas envie de parler, pas envie d'être retrouvé. Mais la personne s'arrêta à quelques mètres. Une voix familière s'éleva. « Thomas ?» Je levai la tête. Ma cousine, Élodie. Elle essuyait encore ses joues avec l'index, ses yeux rougis par les larmes et le maquillage qui coulait un peu. Sa robe de cérémonie, élégante, semblait soudain complètement déplacée, dans ce décor de square banal. « On t'a cherché partout, dit-elle, en s'asseyant doucement à côté de moi, laissant un espace respectable entre nous. Julien a dit que tu étais parti par là. J'ai pris la voiture de papa pour faire le tour du coin. » Je ne répondis pas tout de suite. Elle ne me pressa pas. Elle regarda devant elle, vers le toboggan vide et les chaînes de la balançoire qui grinçaient doucement sous la brise. « Là-bas, c'est le cirque, » continua-t-elle après un moment. « Ton père et ta mère, je crois qu'ils ne réalisent pas encore. La mère de Camille est en état de choc. Son père veut tuer quelqu'un, mais il ne sait pas encore qui. Le DJ est à 2 doigts de démissionner du métier. Et Camille ?» Elle s'interrompit. « Camille quoi ?» demandai-je, sans trop savoir pourquoi je posais la question. Elle est en lambeaux, elle hurle, elle pleure, elle essaie de convaincre tout le monde qu'elle peut expliquer. Personne ne veut l'écouter, enfin, pas pour l'instant. Je soufflais, incapable de décider si cette description me faisait du bien ou si elle me rendait encore plus vide. « Tu veux que je te dise un truc ?» reprit-elle en tournant enfin la tête vers moi. « Tout le monde, absolument tout le monde, est d'accord sur une chose là-bas. » Laquelle ? Que tu n'as rien fait de mal, que tu avais le droit de faire ça, que tu avais même le droit de faire pire. Je ne répondis pas. Le silence s'installa à nouveau. Élodie joua avec une mèche de ses cheveux, l'air pensive. « Certains te trouvent cruel, hein, précisa-t-elle, mais personne ne te trouve coupable, pas après ce qu'on a vu. » Je hochai la tête, lentement. « Tu es venu me chercher pour me dire ça ?» Elle sourit tristement. « Non, je suis venu parce que ta mère est en train de perdre pied et que ton père ne sait plus quoi faire. Ils ont besoin de savoir où tu es, pas pour te ramener de force, hein, juste pour savoir que tu es vivant, pas dans un fossé. » Je me laissai aller contre le dossier du banc, la tête légèrement renversée en arrière. « Je ne suis pas dans un fossé, dis-je, je suis juste assis ici. »« Je vois ça, » répondit-elle avec un petit rire sans joie. « Glamour, ton début de nouvelle vie. » Elle marqua une pause. « Tu comptes faire quoi maintenant ?» demanda-t-elle plus doucement. La question tomba comme une pierre dans l'eau. Je l'avais eue dans un coin de la tête, mais jusque-là, je l'avais esquivée. Que faire maintenant ? Retourner à Lyon, récupérer mes affaires, quitter l'appartement, trouver un studio ailleurs, démissionner, prendre un arrêt maladie, aller habiter temporairement chez mes parents, comme un ado rentrant chez lui après une rupture, partir loin, changer de ville, de boulot, devenir quelqu'un d'autre ? Je n'avais aucune réponse claire. « Je n'en sais rien, avouai-je, pas encore. » Élodie ne sembla pas déçue. «
C'est normal, dit-elle. Personne ne sait quoi faire après avoir pris une bombe nucléaire sur la gueule. Elle se pencha, posa ses avant-bras sur ses cuisses, mimant ma posture. Mais je sais un truc, ajouta-t-elle. Tu n'as pas à décider ce soir, ni demain, ni même cette semaine. Tu peux juste respirer. Et ne pas les laisser te remettre tout de suite dans un rôle, ni celui du pauvre petit mari trompé qui pardonne trop vite, ni celui de l'homme qui doit gérer les émotions de tout le monde. Je tournai la tête vers elle, surpris par la justesse de ses mots. Tu sais, continua-t-elle, j'ai vu mon père se faire humilier en public par ma mère quand il est parti avec une autre femme. Elle l'a insulté devant toute la famille, elle a raconté des trucs qu'elle n'aurait jamais dû raconter. Tout le monde en a fait des tonnes. Au final, ceux qui ont tout pris dans la gueule, c'étaient les enfants. Toi, tu les as pris, eux. Tu as mis la lumière là où il fallait. Tu as dit, voilà, c'est ça la réalité. Tu n'as pas rajouté de mots, tu n'as pas inventé des choses. Elle haussa les épaules. C'est violent, oui, mais c'est honnête. Et crois-moi, ça, dans cette famille, ça change. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des reproches, à des « t'aurais pu nous en parler avant », à des « tu as cassé ton propre mariage ». Pas à ça. Je sentis quelque chose se détendre très légèrement dans ma poitrine. Rien de spectaculaire, juste un petit relâchement. « Tu penses qu'ils m'en voudront longtemps » demandai-je, presque malgré moi. « Ceux qui ont quelque chose à se reprocher, oui, répondit-elle sans hésiter. Les autres, non. Et même ceux qui t'en voudront finiront par se rappeler qui a réellement trahi qui. » Elle se leva, lissa sa robe. « Bon, je vais retourner jouer les messagères. Tu veux que je dise quoi à tes parents ?» Je réfléchis quelques secondes. Je les imaginais, assis sur une chaise dans un coin, sonnés, vieillissant de 10 ans en une soirée. Cette image m'arracha une douleur enfin claire, identifiable. « Dis-leur que je vais bien, dis-je, que je ne suis pas en danger, que j'ai besoin d'être seul, et que je les appellerai. Pas ce soir, mais bientôt. » Elle hocha la tête. « Je vais leur dire ça. » Elle fit quelques pas, puis se retourna. « Thomas ? Oui ? Ne laisse pas cette histoire te convaincre que tu ne mérites plus rien, ni l'amour, ni la confiance, ni le reste. Ce n'est pas toi le problème. » Je restai silencieux. Elle sourit, fatiguée, puis s'en alla, ses talons claquant doucement sur les pavés jusqu'à ce que le bruit s'éteigne. Je me retrouvais de nouveau seul sur le banc. Mais je ne me sentais plus complètement coupé du monde. Quelqu'un, quelque part, savait où j'étais. Quelqu'un avait posé des mots sur ce que je n'arrivais pas encore à formuler. Je restai assis encore un long moment, à regarder le lampadaire vaciller. Puis, finalement, je me levai. Je repensais à la journée, à la mairie le matin, la salle des mariages, les drapeaux français, les portraits du président accrochés au mur, les petites blagues du maire qui en faisaient des tonnes. Au moment où nous avions signé, où nous nous étions embrassés sous les applaudissements. À l'église l'après-midi, à la robe qui glissait sur les marches, aux Ave Maria qu'elle avait tenu à avoir parce que c'est plus joli. Tous ces instants existaient toujours. Ils n'étaient pas effacés, ils étaient juste contaminés. Je ne savais pas encore ce que je ferais avec. Peut-être qu'un jour, je pourrais les regarder comme des morceaux d'une autre vie, celle d'un type qui croyait encore que la loyauté allait de soi. Peut-être que non. Pour l'instant, je me contentais de faire un pas, puis un autre. Je sortis du square. J'aperçus, un peu plus loin, un panneau indiquant la direction de la gare la plus proche. Il devait rester quelques trains pour Lyon, ou pas. Ce n'était pas si important. Je remis ma veste correctement sur mes épaules, par réflexe. Je sentis, dans ma poche intérieure, la forme de la clé USB, toujours là. Dans l'autre, l'anneau lisse de mon alliance, la preuve et la promesse. Ni l'une ni l'autre n'avaient encore trouvé leur place dans ma nouvelle histoire. Mais cette histoire, au moins, m'appartenait. Je pris une inspiration profonde. Je ne marchais plus pour fuir le domaine, ma famille, mon frère, ma femme. Je marchais dans une direction inconnue, certes, mais qui ne dépendait plus de leur choix. Ce soir-là, sur une petite route entre deux villages, en costume de mariée, les chaussures pleines de poussière et le cœur à moitié arraché, j'ai compris quelque chose de simple. On peut survivre à ce qu'on pensait insurvivable. On peut perdre la personne qu'on aimait plus que tout, son frère, sa confiance en l'autre, et continuer à avancer. Pas droit, pas fier, pas même stable, mais avancer quand même. Je tournai vers la gare, et je partis. Pas pour fuir ce que j'avais laissé derrière moi, mais pour aller, enfin, vers ce qui m'attendait devant.